Boucher, bonjour. Bonjour. Avant toute chose, merci de nous accueillir chez vous. Première question, Oui. qui êtes-vous, Madame Boucher? Comment Comment que peut-on dire? définir Présentez-vous. Eh ben, écoute, je suis née il y a pas mal d'années à Dortan, Une vraie Dortanaise. une vraie Dortanaise. J'ai vécu à Messia pendant mon enfance et mon adolescence. Mariée à Dortan, je n'ai pas quitté Dortan. Une véritable amoureuse du village. Oui, j'aime bien. J'aime pas quand on dit du mal. Voilà. On n'est pas là pour en dire, on va dire que du bien de Dortan aujourd'hui. Voilà, on va tâcher de remettre les choses en place. Tout va bien à Dortan. Puisque vous avez connu Dortan depuis, je vous cite, un certain nombre d'années, est-ce que vous pouvez nous parler de Dortan avant la guerre? Comment était le village? Qu'est-ce qui se passait? Quel était l'aspect de Dortan, justement, avant la Eh bien, guerre? écoute, Dortan avant la guerre, c'est un village quand même assez important, puisque nous avions un notaire, pas mal d'épiceries, donc il y avait économie, casino, plus la petite Mémé qui nous vendait des bonbons quand on sortait de l'école, ça a toujours existé. Deux boucheries, 2 boulangeries, une mercerie. Enfin, c'est un village où on trouvait, comme on ne pouvait pas se déplacer, il y avait tout ce qu'il fallait. Pas de docteur. Le docteur Kinberg, qui a été déporté, est mort en déportation, a dû venir, je pense qu'il a dû venir pousser un peu pour se réfugier à Dortan. Comme beaucoup de personnes, c'est un petit trou, c'est tranquille, on risque rien. Déjà, les feux de la Saint-Jean, ça a été quelque chose qu'on faisait beaucoup à Dortan également, qui a malheureusement je peux pas disparu. te dire. Là, je ne me souviens plus. Les feux de la Saint-Jean, on les a faits après, mais avant, je ne peux pas te dire. La Saint-Dominique, tout le monde connaît la Saint-Dominique, non? On peut en parler. La Saint-Dominique, tout le monde se réunissait au pré La Richoux, en bas. Il y avait des jeux et tout le monde faisait cuire sa côtelette sur le brasero, sur le feu, pour faire les côtelettes. Saint-Dominique étant le patron des tourneurs. Parce qu'il faut le rappeler, Dortan, avant la guerre, ça continue encore après, vivait surtout de la tournerie. Dortan faisait de la tournerie et que ça. Est-ce qu'on les voyait beaucoup, les tourneurs, dans les rues? Est-ce que c'était quelque chose qui était très ouvert vers l'extérieur, etc., où chacun était dans son petit atelier? Les tourneurs, tu avais une usine Durand qui employait ses ouvriers, et tu avais tous les artisans qui étaient réunis dans l'usine du château, puisqu'il y avait la force, et qui avaient leur tour. D'ailleurs, je crois qu'il y a une photo là. Une photo dans l'ouvrage, effectivement. Voilà, dans l'ouvrage. Chacun avait son tour. Ils venaient travailler le matin. Ça commençait assez tôt. Et à 8h du matin, quand on descendait pour aller à l'école, 8h moins 10, on trouvait tous les tourneurs réunis qui étaient le long de la rue, avec leurs grandes soupières de soupe, qui mangeaient leur soupe. Et même la petite histoire, il y avait le petit cabi, on l'appelait, un petit monsieur qui faisait de la trônerie, ça lui manquait pas mal de doigts déjà à cause de ça. Il avait son corbeau. Alors en général, il y avait le corbeau, une cuillère pour lui et une cuillère pour le corbeau. Donc c'était notre attraction, le petit cabi avec son corbeau. Et puis pas mal d'hommes qui sortaient, les tourneurs sortaient dehors pour manger leur soupe et voilà. Est-ce que vous vous rappelez le moment où la guerre a commencé? Donc on est le 3 septembre 1939, c'est à cette date-là que les choses commencent. Comment est-ce que ça a été vécu à Dortan? Je ne peux pas te dire ça. Il n'y a qu'une chose que je peux dire, c'est qu'à un moment donné, on a vu arriver tout un tas de personnes du Nord qui arrivaient.
et qui cherchaient à se loger n'importe où. Ils arrivaient, ils arrivaient, ils arrivaient. Ils ne sont pas restés longtemps d'ailleurs. C'est tout ce que je me souviens. Les gens recevaient peut-être leur avis pour partir, mais ça, j'étais trop jeune pour attacher de l'importance, si tu veux. Parce que c'est vrai qu'on a eu des jeunes hommes du village qui sont partis en 39 et en 40. Pas beaucoup quand même. Est-ce que vous vous en rappelez ou pas du tout? Non, mais il y en a un qui a été tué, non, ça, certainement, ça n'a pas mis longtemps. On en a eu d'autres qui sont arrivés, qui sont implantés. Par exemple, à Messia, on avait chez Houdois, qui était venu de Paris, parce que M. Houdois travaillait sur Oyonnax. Il y a eu chez Vincent, ils ont eu un fermier aussi qui venait d'Alsace, ou je ne sais pas d'où. On ne peut pas dire que ça a beaucoup brassé. Mais on a quand même eu à Dortan des gens qui avaient vécu la débâcle, qui avaient fui les Allemands et qui ont essayé de trouver quand même refuge plus loin. Oui, mais qui sont repartis. Ils sont repartis. Ils ne sont pas restés longtemps. Est-ce qu'ils sont repartis plus loin ou est-ce que petit à petit ils sont rentrés chez eux? À mon avis, ils sont rentrés chez eux. Donc Dortan, ça a été vraiment qu'un asile. Oui, parce que ça n'a pas duré longtemps la débâcle, en fait. Tu le sais mieux puisque tu as fait ton histoire. C'était très rapide et à partir de juillet 1940, effectivement, les gens commencent à repartir. Moi, il y a quelques années, on m'a parlé d'une anecdote, justement, en juin 1940, une colonne de chars allemands qui aurait traversé Dortan avec des jeunes hommes, des Ariens typiques, perchés sur leurs chars. Il y en a eu, c'est vrai, oui, il y en a eu. Mais ça, je ne peux pas dire que je les ai vus. Oui, je crois qu'il y en a. Mais qui ne sont pas restés d'ailleurs, puisqu'on a été zone libre. Donc ils sont... Oui, c'est vrai qu'il y en a eu, oui. Qui ont passé dans Dortan, oui. Donc là, ça a commencé à être une période assez trouble. On avait, je crois que ça s'appelait des GMR, donc c'était... Les groupements mobiles de réserve. Voilà, hein, qui avaient leur bonnet. Donc quand ils venaient, on n'avait plus d'école, on n'avait plus rien. Ils repartaient. Les Allemands sont venus, je crois que la plus grosse incursion qu'ils ont fait, c'est pour Pâques. Hein. Et puis, est-ce qu'ils sont venus avant? Ah ben là, il y a eu la zone, c'était zone occupée, je ne sais plus dans quelle année. À partir de 1942, à partir du 11 novembre 1942. Voilà. Donc on était peut-être plus sujet à les voir, mais pas beaucoup, non. Ça brassait beaucoup, l'école, elle était... Quand ils venaient, il n'y avait plus d'école. Après, ça repartait, on était... En plus, à ce moment-là, est apparu le maquis. Donc, on voyait le maquis qui était sur Raimondo, qui descendait se ravitailler. Donc, il faisait beaucoup halte chez nous à la ferme. Comme la maison était tournée sur leur passage où on était. Je me souviens toujours d'un jeune, il devait avoir une petite sœur comme moi, il m'aidait à faire mes devoirs. Bon, il repartait avec des œufs, du lait. Donc, naturellement, c'était bouche cousue les enfants. Vous n'avez rien vu, vous ne savez rien. D'accord. Donc, après, les GMR étant partis, les maquis revenaient, et ça recommençait avec... Ça a été une période qui a été assez trouble. Donc, pour Pâques, en effet, ils sont venus. Mais j'aime pas tellement parce que je vais vous raconter un souvenir personnel, alors c'est pas... Donc, j'aime pas tellement parler de moi, mais... Donc, ma maman était de Saint-Quétral. Et pour Pâques, on est allé la voir. Et on s'est trouvé bloqué à Saint-Quétral. On voyait brûler Coiselet, je crois, qui a brûlé. Siège, je crois aussi, c'est à ce moment-là. Puis nous, on était chez le grand-père et on ne pouvait pas descendre à Saint-Claude, c'était tout barré.
Puis quand même, une fois, maman m'a dit, il faut qu'on essaye de rentrer. Donc, la valise en carton, et on est parti jusqu'à Saint-Claude chez les cousins. Les cousins, ils nous ont dit, maintenant c'est ouvert, vous pouvez essayer d'aller à Dortan. On est parti à pied pour Dortan. La valise en carton, les chaussures qu'on avait trouvées, semelles de bois articulées, c'était plus facile à marcher. Au pont de Lison, il n'y avait plus de chaussures, il n'y avait plus rien. Hein, c'était déjà tout cassé. Et donc, nous sommes arrivés à Vaud, on est parti à 8h, à 12h30, par là, on devait être à Vaud. Où on s'est arrêté chez des gens qu'on connaissait, qui nous ont dit « Ah, mais vous ne pourrez pas rentrer à Dortan comme ça, il vous faut laisser passer. » À la commandanture de Vaud. Donc Dortan était ciblé, déjà depuis longtemps. D'aller à la commandanture de Vaud, un bel Allemand, bien gentil, qui nous a fait notre laisser-passer. Et on est reparti via Dortan. Arrivé au Platane de Jeure, une voiture, c'est la seule voiture qu'on ait vue, hein, qui nous double. Maman me dit, continue de marcher, hein, qui s'arrête et qui recule. Et c'était une 15. Et j'ai toujours la 15, le bruit qu'elle faisait quand elle reculait. Parce que la 15, tu connais pas. Il y a eu la 11, la traction 11, mais la 15, c'était le modèle du dessus. Qui c'est qui connaît? Non, personne. Bon. Et de l'entendre reculer, je vous assure que je l'ai encore dans la tête. Hein, parce que on se demandait bien ce qui allait se passer. C'était l'Allemand qui gentiment nous dit si vous voulez, mesdames, on vous emmène à Dortan. Oui, on est monté, on en avait deux de chaque côté hein, qui nous encadraient, c'était pas grave. Et puis maman me dit on va pas les laisser, on va pas rentrer à Dortan avec eux, parce que si on nous voit arriver avec les Allemands dans une voiture, on s'est fait arrêter chez Terrier au début. Donc on avait des choses comme ça. Bon. Est-ce que vous avez des souvenirs de ce qui s'est vraiment passé à Dortan à Pâques justement? Qu'est-ce qui s'est passé? Non, parce que j'étais pas. Vous n'étiez pas là? J'étais pas là, j'ai appris ça après. Non. Je sais que on a eu une réflexion, madame Terrier, chez qui on s'est arrêté. Oh, elle dit, vous pouviez bien aller jusqu'à Dortan avec eux, parce que les gens de Dortan montaient avec eux, avec les Allemands, pour voir leur fils qui était à Oyonnax. Alors, je peux que te dire ce que j'ai entendu de chez Vauchier. J'avais un beau-père qui était pas bête. Et quand ils ont donné l'ordre, il avait une usine qui était là derrière. Hein. Et quand ils ont demandé que tous les hommes se présentent, lui, il est monté à l'usine où il avait ses employés et il leur a dit, voilà, moi, je ne vous invite pas à y aller, mais vous faites comme vous voulez. Parce que si vous y allez, c'est pour quelque chose, une déportation ou quelque chose. Donc, il faut attendre que le convoi soit parti, puis après. Donc, c'est ce qui s'est passé. Ceux qui sont allés chez Giraud, ça s'est passé chez Giraud, ont été tout de suite embarqués, ou assez vite sur Oyonnax. Puis après, bon, je ne sais pas trop combien de temps ils sont restés sur Oyonnax, je ne sais pas. Et quand il a su, il était bien aussi avec l'abbé du Betier. Donc il est allé trouver l'abbé du Betier, est venu chez lui, et il a dit, maintenant, monsieur l'abbé, j'ai des hommes qui sont là, vous venez avec moi, on va monter chez Giroud, les trouver, et je vais leur présenter mes hommes, je vais leur dire qu'on n'a pas entendu l'appel, et que, voilà, qu'on vient régulariser. Comme ils étaient partis, ils n'ont pas été embêtés. Voilà, tout ce que je peux te dire, c'est un peu l'anecdote aussi, mais bon.
Donc à ce moment-là, à Pâques 1944, on a parlé de Saint-Claude. Saint-Claude, ils ont beaucoup souffert de cette période. On parle des Pâques sanglantes à Saint-Claude. Ah bon, c'est ça? Saint-Claude, ils appellent ça comme ça. À Dortan, on n'a pas été épargné non plus. Non, en plus ils ont déporté pas mal de gens. Et puis, c'est à ce moment-là qu'ils ont brûlé siège et tout. C'est ça. Voilà. Il y a eu siège, il y a plusieurs villages qui ont déjà connu... Courrières et tout ça. C'est ça. Et à Dortan, donc, on a 10 personnes qui ont été déportées, et notamment le médecin du village, le docteur Kimberg. Celui qui est venu, c'est le premier docteur qu'on a eu à Saint-Dortan, c'est pour ça qu'il devait venir. Qui était quoi? Qui était roumain ou quoi? Il était roumain, monsieur. Hein? Juif. Juif. Donc il était venu se réfugier là. Comment est-ce qu'il a été accueilli à Dortan, ce docteur? On ne peut pas dire, c'est un très bon docteur. Tu vois, je l'ai encore dans la tête, j'ai encore sa photo dans la tête. Il avait sa maman, il avait sa sœur et son frère. Ben, il venait dans un trou tranquille. Ce qu'il y a eu, on dit qu'il a été dénoncé, paraît-il, que quelqu'un qui avait eu son fils, qui avait été déporté, qui était monté, l'avait dénoncé en disant, parce qu'il questionnait. Les juifs, j'en connais, ils sont pas. Parce qu'il y a des choses pas belles comme ça. Mais bon. Donc là, c'était la première rencontre vraiment frontale entre Dortan et les Allemands. Oui, je pense. Ça a duré plusieurs jours. Ça a duré 10 jours. Hein. Ça a duré une dizaine de jours. Il y a plusieurs personnes qui sont déportées, on l'a dit, donc 10 personnes déportées. Comment est-ce qu'on a... Est-ce que l'ambiance a changé à Dortan à partir de ce moment-là? Comment l'ambiance a-t-elle changé à ce moment-là? C'était encore plus ne rien dire, rien voir, rien dire. Et c'est encore... Je peux pas dire. Mais on attend. Je sais pas, on vivait... Je sais pas. Je peux pas... J'étais trop jeune pour savoir. Tout ce qu'on nous disait, tu sais rien, tu ne vois rien, tu ne dis rien. À personne, c'est tout. Moi, ça m'est arrivé d'aller me promener, cueillir du muguet avec ma mère et puis une autre copine. Quand on est rentré, c'était en dessus du Fel, quand on est rentré dans un petit coin, j'étais la première, parce que j'étais un petit peu matanguère. Et oh, je vois quelque chose de noir et de marron. Je dis à ma mère et à la copine, je dis, venez vite. Et le lendemain, on a su que c'était des jeunes de Dortan. Donc j'étais avec sa sœur, là, qui a dit, tu diras à Lucette qu'elle ne dise rien. On descendait des armes de Vera chez quelqu'un de Dortan. Bon, il y avait des trucs comme ça. Nous, les gamins, on aurait pu nous tuer, on ne savait rien. Donc Pâques est passé, les Allemands sont repartis, et dans les semaines qui suivent, les maquis, cette fois-ci, ont vraiment pris l'ascendant dans la région. Oui, dans la région, oui. Les maquisards sont sortis de l'ombre, et ils sont venus stationner à Dortan début juin 1944. Ben, on a été libérés, le débarquement a eu lieu le 6 juin. Et le 8 juin, nous étions zone libérée. Donc à ce moment-là, on était libre, tout le monde était content, tout allait bien. On avait déjà tous les Oyonnaxiens, c'est quand même des forts. Ils avaient réussi à faire des trèfles à 4 feuilles qui étaient marqués le drapeau américain, anglais, français et la Croix de Lorraine. Donc chacun, on en avait 2 ou 3. La petite anecdote, quand les Allemands sont arrivés, les parents ont dit ça, les gamins, vous y cachez, hein. Donc, avec mes copains, les Oudois, on a mis ça dans une boîte de Pastivalda. Puis on est enterré dans les haricots. Et vous me croirez, on n'a jamais retrouvé la boîte.
Jamais. Ils ont fait le jardin, il y a eu plusieurs jardiniers, on n'a jamais retrouvé la boîte. Est-ce qu'ils l'ont trouvé, les Allemands, avec leur poêle à faire frire? Peut-être qu'ils sont passés, je ne sais pas. Pas retrouvé, mais voilà. Et puis, on avait aussi les forteresses volantes qui passaient la nuit. T'en as entendu parler? Alors, elles passaient vers les 10h, 11h. Très chargées. C'était... On sentait que les avions étaient pleins. Et au début de l'Ukraine, il y a eu 2 ou 3 avions qui sont passés aussi comme ça. Des gros porteurs qui n'ont rien à voir au point de vue bruit avec les jets ou tout ce qu'on entend. Et ça rappelle les souvenirs. Oui. J'ai dit tiens. Et ma fille qui habite vers Châteauroux, tous les soirs, c'est pareil, où la journée, on entendait comme il y a la manufacture d'armes de Bourges, elle les entendait partir chargés, justement. Donc, et tous... Okay. Donc, les maquisards arrivent à Dorthan, on l'a dit, début juin 1944. Oui, oui. Qu'est-ce qui s'est passé? Comment les gens ont vécu ce moment? Écoute, je pense que les gens étaient contents, mais tu sais, quand t'es gamin, du nouveau, c'est bon. Les autres personnes, ils se demandaient ce qu'elle arrive, et les adultes, ils étaient quand même plus conscients qu'il allait arriver quelque chose, sûrement. Il y a plusieurs jeunes du village qui profitent de ce moment-là pour rentrer dans le maquis. Est-ce que vous vous en souvenez? Les gens partaient, hein, tu sais, c'était... Oui, ils rentraient. Ça, t'en savais rien, tu savais qu'ils n'étaient pas là. Non, c'était... Ça se faisait normalement. Donc, les maquisards, malheureusement, sont obligés de battre en retraite. Début juin 1944, ils ont pris beaucoup d'importance, mais petit à petit, ils vont être obligés de repartir. Et on arrive le matin du 12 juillet 1944. Ils sont repartis avant. Oui. Et le 12 juillet 1944, autour de 10h du matin, les Allemands arrivent à Dorthan. Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Les Allemands ne les attendaient plus la veille parce que ça bagarrait sur l'Avancia. À Messia, ils sont arrivés vers les 3-4 heures. Où là, ils nous ont fait tous sortir de la maison. Donc on avait récupéré pas mal de personnes de Dorthan. D'habitude, la famille se composait de 4 personnes, mais là, on est 13, je crois. Tous les gens se mettaient où ils pouvaient, les amis, la tante. Tu attends, tu dis... Pour ma part, on attend. Bon, après on est rentré. Ils ont tourné dans le village, je ne sais pas ce qu'ils faisaient. Et puis, on a pu manger quand même un peu de soupe. Il y en a qui parlaient très bien français. Parce que nous, j'étais avec une ou deux copines, on mangeait notre soupe, notre bol de soupe, sur le rebord de la fenêtre. Et là, à ce moment-là, arrive un Allemand qui nous jette du sucre dans notre soupe. Et moi je dis, au lieu de nous jeter nos sucres, il ferait mieux nous en apporter 1 kilo. Eh bien j'ai eu mon kilo de sucre. Donc, il connaissait le français. Donc à ce moment-là, on a dit, là, bon. Et après, donc, on a vu passer une colonne de toutes les personnes qui étaient dans Messia, en haut, au milieu, qui sont passées. Alors là, un moment un peu de tension, parce qu'on a dit, qu'est-ce qu'ils vont en faire? Et après, ils sont venus nous chercher, Dorthan du Messia du Pas, pour aller dans la grange. Et qu'est-ce qui s'est passé dans cette grange? Ça a été un endroit où il y a eu beaucoup de gens qui ont été rassemblés.
Ben écoute, chacun a trouvé sa place, il n'y en avait pas beaucoup. On a récupéré aussi Monsieur Besson, qui était blessé, qui avait été mitraillé, qui ne pouvait pas marcher, qui avait un pied qui avait pris une balle. Les gens se sont mis où ils ont pu. On a dormi sur les dalles. Il faisait bon la journée, mais la nuit il faisait pas très chaud, hein, comme ça sur les dalles. Puis quand t'as 13 ans, t'es pas grosse, c'est pas très beau non plus. Hein. Bon, ça. Donc tout le monde a été placé dans les granges, puis dans la maison en face. La maison en face, elle était faite pour les mamans avec les jeunes enfants. Nous, on était vraiment en otage. Hein. On était prévenus, on était en otage. Donc là, on a assisté à leur... comme les gens qui ont bu, sauf qu'ils ne savaient pas faire de vélo. Donc, ils ont appris à faire du vélo un peu. On les a vus casser les réveils pour en faire des montres. Et pour les dessouler, on les a vus, leurs copains, qui les jetaient dans le lavoir. C'était bon. C'est arrivé le matin, tout s'est bien passé, le premier jour. Oui, ça, le premier jour, ça s'est bien passé, je crois, aussi c'est ce soir-là. Donc, on va dire que ça s'est passé le lendemain. Donc, les gens qui étaient dans la grange, ils les ont laissés, ils les ont sortis devant la grange. Nous, comme on avait la ferme, ils nous ont appelés, il a fallu aller traire les vaches, leur donner à manger pour tout ça. La vie a repris, comprenons-nous. Moi, je dois vous dire qu'on a fait un bon petit déjeuner, parce que les gamins, on a été bien soignés ce matin-là. J'ai jamais vu la table de la salle à manger, qui avait au moins 3 mètres de long, elle était couverte de beurre et de miel. Donc on a eu des bonnes tartines de beurre et de miel. Voilà, c'est ce qu'on a gagné déjà. Et puis la vie, après ils se sont mis à tuer les poules pour que les femmes leur fassent un bon bouillon. Ça a servi un peu les restants, ça a servi un peu aux gens qui étaient dans la grange, qui n'avaient pas grand-chose à manger, eux. Il y avait bien quand même pas mal de personnes en tout en bas là. Donc, tu faisais comme tu pouvais. Hein. On repartait. Le lendemain, on a eu le droit quand même d'emporter une couverture. Et puis le 14 juillet, ils sont partis en incendiant donc la ferme des Houdois, les 2 maisons là. Et ils sont partis, c'est là qu'ils ont dû arriver à Oyonnax. Parce qu'ils ne sont pas arrivés à Oyonnax, je crois, en même temps qu'à Dortan. C'est ça, hein? Et il y avait Madame Houdois qui parlait très bien allemand, qui a dit ils s'en vont, ils crient tous à la grande route. Donc ils ont quitté Messia, mais ils revenaient quand même tout le temps faire un tour. Donc là, tu ne pouvais pas trop faire... Il fallait quand même tout le temps être aux aguets pour savoir. Et faire attention que les hommes qui étaient dans la montagne ne descendent pas. Surtout ça. Il fallait leur donner à manger aussi dans les bois. Donc il y avait une vache qui s'était étranglée. Donc il y avait 2 messieurs assez vieux qui étaient restés, à qui ils n'ont rien fait, dont un qui était commis boucher chez Richard. Ils ont dépecé la vache, et puis les femmes, parce que les femmes, on est quand même, les femmes n'étaient pas frossardes, elles tenaient quand même leur rang, malgré qu'on n'en parle pas beaucoup. Elles ont demandé aux Allemands si on pouvait sortir les vaches pour les emmener paître. Oui, mais elles ont dit, les avions passaient, nous mitraillaient toujours. Hein. Ils ont dit, mais on va se faire mitrailler. Mettez un chapeau blanc, on va leur dire, vous ne serez pas mitraillés.
elles ont mis un chapeau blanc, elles ont pris des grands sacs. Il y avait pas mal de bergères, peu de vaches, mais pas mal de bergères. On a pris de la viande, et elles ont monté à manger aux hommes. Et puis mon père avait dit à M. Perrin de Vera, écoute, je te donnerai du grain, donne-nous de la farine, fais du pain, on va en descendre à Messia pour qu'ils mangent aussi. Donc ça s'organisait à la barbe, à leur barbe sans qu'ils le sachent. Donc on a vécu jusqu'au 21 juillet, où le 21 au matin, quelqu'un a dit Dortan brûle. Dortan brûle, en effet. Avant l'incendie, quels étaient les échos qu'on avait du village? Qu'est-ce qui remontait? Est-ce qu'on savait depuis Messia ce qui se passait en bas? Oui, parce qu'il y avait la postière, ils voulaient à toute force qu'elle ait l'argent du maquis. Donc ils l'ont pris un soir et ils l'ont promené dans le parc. Ils la tenaient bras dessus, ils l'ont promené dans le parc et quand elle est remontée, elle a dit c'est passé quelque chose, j'ai entendu hurler toute la nuit pendant qu'il me promenait. Vous étiez à Messia pendant le plus gros des événements à Dortan. Comment les Dortanais ont raconté la torture des jeunes maquisards qui étaient au château? Je sais pas. On les a retrouvés dans le parc, enterrés le long du mur. Oui, on les a retrouvés. Peut-être à l'endroit où ils sont, je sais pas. Ça ne peut pas être loin d'où ils sont maintenant, je sais pas. Alors on les a retrouvés de l'autre côté, Où? de l'autre côté du mur. La stèle est d'un côté, on les a retrouvés de l'autre côté contre le mur, à l'intérieur des jardins. À l'intérieur des jardins, ça oui, je peux pas dire. Hein. Là, je sais pas. Je sais qu'il y a eu des Allemands qui ont été aussi enterrés. C'est ceux qui ont été fusillés ou alors qui sont trouvés tués peut-être par là. Et il y avait des gens chez Mercier qui faisaient les cercueils et qui vendaient en même temps les couronnes funéraires. Et leur tombe, ils avaient trouvé ces couronnes et ils les avaient mises sur le tombe des Allemands. En perle. Qu'est-ce qu'ils sont devenus ces Allemands? Les tombes ne sont plus Je au pense, château. ils ont été soit remis en Allemagne, soit ils sont à Dagneux. Gardons Dagneux. Dagneux, vous devez l'avoir, c'est Au cimetière allemand. un cimetière allemand. Alors, soit ils ont été rapatriés en Allemagne, soit ils sont enterrés à Dagneux. Comment ça s'est passé quand ceux qui étaient restés à Dortan ont pu raconter ce qui leur était arrivé? Qu'est-ce qu'ils ont raconté? Je sais pas. Là, je sais pas. C'est pour ça que je te dis, ton arrière-grand-mère serait la bienvenue. Mais les gens, ma belle-mère qui était restée avec ses filles aussi, ça n'en parlait pas. Ça parlait pas. D'ailleurs, moi, il n'y a pas longtemps que je raconte. Donc à Dortan, ceux qui sont restés en bas, ils ont eu quelques temps où ils ont pu rester chez eux. Très rapidement, ils ont été rassemblés au Café de la Poste, au Café Bréchy. Je ne sais pas s'ils sont restés chez eux. Je crois qu'ils ont toujours été chez la grand-mère. Ils ont été amenés au Café de la Poste très rapidement, donc au Café Blondet à l'époque. Au Café Blondet, je crois qu'ils ont été rassemblés là. Non, tout de suite. Il me semble qu'ils ont eu une première journée où ils ont pu rester chez eux. Oui, la première journée, le temps qu'ils sachent ce qu'ils voulaient en faire. C'est ça. Et à partir du 13 juillet, ils ont tous été rassemblés au Café Blondet. Ça doit être ça, même peut-être avant. Oui, sûrement, même peut-être avant, je ne sais pas. Je sais par exemple qu'il y avait un petit garçon, un Allemand lui a apporté une poupée, il lui a dit merci Maki. D'accord, l'autre ne parlait pas français, tout allait bien. Pourquoi ils ont... Je ne sais pas. Tu avais pris l'habitude de ne rien dire, de ne rien raconter. Il y a eu quand même des Allemands, ils ont tué des Allemands qui avaient violé des femmes. Mais je ne sais pas s'il y a eu des femmes de violer à d'autres. Ça. Quel était le rapport avec les Allemands? Parce que dans ce que vous nous racontez, on voit quand même que les Allemands avaient parfois des comportements
si ce n'est sympathique, du moins un minimum humain. Quel était le rapport avec tous ces Allemands? À Messia, je dois dire qu'on a eu un bon rapport avec l'interprète. On avait un interprète, on avait un bon rapport. Quand ils sont arrivés dans la famille en haut, les Houdois, il n'y avait que des femmes avec des jeunes enfants, même des bébés. Vos maris, t'avaient beau leur raconter un tas de choses, ils n'étaient pas fous, hein. Terroristes, c'est ça. Et il y a eu une histoire. Ils ont séparé ceux qui étaient dans cette maison, enfin les Allemands qui étaient dans cette maison, qui sont arrivés dans la maison, ont séparé les femmes des enfants. Et les enfants se sont mis à crier. L'interprète qui était vers ma mère, qui traînait les vaches, il faut le dire, a dit: Madame, attendez, je reviens. Il est monté. Je pense qu'il allait avoir sûrement un carnage. Par contre, le soir, ils étaient prêts à nous fusiller parce qu'il manquait 2 personnes dans la grange. Là aussi. Demain matin, il manque 2 personnes, terroristes. Demain matin, tous fusillés. Bon, ben c'est bon. T'attends. Et tu dis, ben, tu sais ce qui va arriver. Et après, il est revenu et il nous a dit, ben écoutez, pour cette nuit encore, on va laisser les enfants à leurs parents. Beaucoup, il a eu droit à beaucoup de merci. Bon. Même en tant que gamine, je n'ai pas dit merci. Donc c'était, on a été sauvés, c'était des gens qui avaient eu la permission d'emmener leurs vaches à Bouna, et ça n'avait pas suivi, et quand ils nous ont comptés, puisqu'ils nous comptaient, il manquait 2 personnes. Alors, voilà. Après, quand ils revenaient, tout le monde se tenait à carreau, on savait, ils faisaient leur tour, ils questionnaient terroristes, c'était toujours pareil. Mais... À Dortan, donc, les Allemands arrivent le 12 juillet, comme on l'a dit. La première victime, c'est l'abbé du Betier, le curé du village. Est-ce que vous pouvez nous en parler? Ben oui, c'était quelqu'un de bien. Il n'y avait plus de maire, naturellement, il était parti. Tout le monde avait été déserté, il n'y en avait qu'un qui restait, l'abbé du Betier, à genoux devant son église, je crois. Je ne sais pas si tu en as entendu parler. Il avait enterré, je crois, un maquisard, et il a dû leur tenir tête. Il n'avait rien à perdre, hein, l'abbé. Et je crois qu'il a été fusillé. Il y a eu aussi, qui c'est qui a eu le fusil à ce moment-là? Monsieur Colnet. Monsieur Colnet qui coupait son bois. Qui coupait son bois. Il y a pas eu Monsieur Balfin aussi sur la roche, je crois aussi. Il sait qu'il y a eu encore. Toute une série. Parce que, vous savez, j'ai regardé souvent la guerre en Ukraine. Et ce qui s'est passé à Douchta, c'est bien comme ça que ça s'appelle. Il n'y a rien de changé. C'est pareil, hein. La chose étant qu'à Dortan, il y avait déjà beaucoup de troupes d'Europe de l'Est. Il y avait des Russes, il y avait des Caucasiens, etc. Donc c'est des pratiques alors qui on a eu, à la maison, à la cuisine, on n'avait pas de tableau, hein. Il y avait une grande carte du monde. Et là, on a eu quelqu'un qui était très bien, nous expliquer, c'est pour ça qu'il y a longtemps, je connais Kiev, parce que sur la carte, il nous a montré qu'il était de Kiev, qu'il était aviateur et qu'il avait été descendu par les Allemands. Et il encadrait un peu les troupes russes. Mais des Cosaques, alors, ça ne fait rien. Il fallait... ils ont mis un moment pour apprendre à faire monter sur une bicyclette. Hein.
Est-ce qu'on voyait qu'il y avait des différences entre les Allemands et les Cosaques, justement? Tu sais, tu t'approchais pas trop, hein. Mais, non, je sais, non. Non. On avait affaire qu'à un interprète. Hein. Et je pense que s'ils nous ont mis tous, s'ils nous ont enfermés dans cette grange, c'est pour nous protéger quand même un peu. Voilà. On était en otage, mais je pense que c'était pour nous protéger aussi. À Dortan, on a longtemps parlé des Mongols qui faisaient partie de ces troupes. Est-ce que vraiment il y avait... Qu'est-ce qu'on appelle Mongol? On dit qu'il y avait beaucoup de soldats qui étaient là, pareil, d'Europe centrale, des Kazakhs, etc. Donc il y avait un faciès un petit peu asiatique. Est-ce que vraiment c'était un mythe ou est-ce que vraiment on les voyait parmi les Allemands? Ben, là, écoute, je ne peux pas dire. Bien sûr qu'on les voyait. S'ils ne savaient pas faire du vélo, c'était pas. Les Allemands faisaient du vélo. S'ils cassaient des horloges, s'ils cassaient des réveils pour en faire des montres, les Allemands, c'était quand même autre chose. Hein. Oui, bien sûr que ça devait se voir. Oui. Est-ce qu'ils étaient mongols? Est-ce qu'ils étaient... Les Ukrainiens, ça en était aussi une partie. Hein, quand tu les vois, c'est les Cosaques, je crois, ou les Les Tartares. Tartares, voilà. Donc l'occupation allemande à Dortan, elle dure 10 jours. Donc du 12 juillet au matin oui. jusqu'au 21 juillet au matin. Et donc vous nous disiez que le 21 juillet au matin, depuis Messia, on voit que Dortan brûle. Quelle est la réaction à ce moment-là? Tu descends tous voir, on descend tous regarder en dessus ce qui se passe. Et là, ben, t'es mélangé aux habitants de Dortan. Et ils disent, oh, ben oui, ma maison brûle. Ah ben pas encore la mienne. Ah ben tiens, ben si, la voilà qui commence à brûler. Donc, vous voyez la fumée qui sortait du toit, et après c'était fini. C'est l'école qui a brûlé en dernier, donc l'école qui se trouve, on ne la voit pas là-dessus. Non, mais là. Et la filature, parce qu'ils ont dû commencer par incendier le haut pour partir, puisqu'ils partaient du côté de Saint-Claude. Ils sont partis en direction du nord, avec ceux qui venaient de Yonne. Oui, je pense qu'ils avaient chargé aussi tous leurs camions pendant les 10 jours, quand ils ont eu tout pillé les maisons, avec ces fameux camions qui venaient de l'Est aussi, hein, qu'ils avaient descendu avec eux, je crois, il me semble que c'est ça. Donc la réaction des gens, ben, indéfinissable, hein, tu ne peux pas savoir. Donc tu restes tranquille. La première personne qu'on a vue descendre, c'est M. Vauchier qui est descendu avec sa moto et qui est descendu au château, puisqu'il avait sa femme et ses filles. Et c'est lui qui a mis en route le château tout de suite. Et de là, il est monté au Yonne trouver M. Mirandon ou je ne sais plus qui, enfin, vous ne mettrez peut-être pas les noms, M. M ou je ne sais pas qui. Et ils ont pris, c'est comme ça qu'ils ont pris les lits qui étaient à l'école pratique et qui les ont descendus dans la salle de garde au château. Et que ça s'est mis en place doucement. Qu'est-ce qui s'est mis en place? Racontez-nous un petit peu. Je ne peux pas trop te dire parce que là j'y étais quand même pas, mais les Suisses sont arrivés, de Lyon est arrivé, parce que madame était de Lyon, donc elle a dû. Les secours sont venus de Lyon, sont venus de Suisse. Ce que je me souviens, c'est de voir les dames qui étaient à la maison remonter en disant, ben tiens, regarde, j'ai trouvé ça. Une robe, j'ai trouvé une paire de chaussures, j'ai trouvé ci, j'ai trouvé ça. Il y avait de quoi, c'était pas très... Donc on les nourrissait comme on pouvait la faire. Ils sont restés presque, la plupart sont restés presque 1 an. Et puis, ça s'est organisé
comme ça pouvait, les hommes allaient à la chasse. Et je pense qu'on a eu les secours, je ne sais pas d'où ils sont venus les premiers secours. Je pense qu'il y en a qui sont venus de Suisse et de Lyon. Il y a eu beaucoup de choses qui ont été distribuées par la Suisse, beaucoup de dons, on a essayé de donner aux Dortanais ce qui leur manquait, donc tout, puisque tout avait disparu. Comment est-ce que le village commence un petit peu à se réorganiser? Comment la vie reprend après l'incendie? Vraiment dans les premiers temps. Comme je suis partie en pension, moi, tout de suite après, la vie s'est organisée. Je sais que les gens qui étaient à la maison sont restés presque un an. Et puis après, ben, tu fais comme tu peux, tu te débrouilles. Donc chacun s'est organisé au château. C'est dommage que ta ton arrière-grand-mère soit pas. Et puis, quand est-ce que quelqu'un a pu aller travailler? Alors ça, j'en sais rien du tout. Parce que l'hiver s'est passé, Dortan était toujours avec ses murs brûlés. L'hiver 45. L'hiver 45. Après, les prisonniers ont dû rentrer en 45. Puis la vie reprend. Les gens sont bien faits, la vie reprend. Mais ça a laissé quand même. Et alors après, c'est là que Dortan a changé complètement. Il a fallu démolir, donc tous des gens nouveaux qui sont arrivés. Est-ce qu'ils logeaient ces gens-là? Ben, j'en sais rien, puisqu'il n'y avait plus rien. Les routes, il n'y en avait plus, il fallait démolir, passer. Justement, vous qui reveniez à intervalles plus ou moins réguliers, comment Dortan évoluait? Par exemple, entre deux périodes scolaires, puisque vous étiez en pension, comment est-ce que ça évoluait? On a vu longtemps les murs debout, brûlés, qui sentaient, quand il pleuvait, ça sentait la suie et tout ça. Ça a mis un moment avant que ça commence à être démoli. Hein. Oui, alors l'histoire de la cité, c'est pareil. Il y a eu M. Curial qui a été maire, M. Perraudier qui a été élu quand il était encore prisonnier. Et mon beau-père s'est occupé un peu de la cité, vu que c'est lui qui a électrifié Dortan en 1931. Les hameaux et tout le bazar, les égouts et l'électricité aussi. Il y avait l'eau, il y avait l'électricité depuis 1931 à Dortan. Donc les Suisses voulaient rebâtir Dortan avec les baraques en bois. Ce qu'ils ont fait dans les usines, tu les as vues, les usines de bois. Ouais. Et mon beau-père a dit, si vous reconstruisez en bois, les gens se chauffent avec le buis. Ceux qui n'ont jamais brûlé du buis ne savent pas comment ça chauffe. Quand on a brûlé du buis, on sait que ça chauffe. Hein. Les fourneaux qui commencent à rougir, ça dégage. Hein. Il dit, ça va rebrûler encore une autre fois. Donc vous avez la rivière, du gravier, de l'eau. Vous avez les Allemands. On avait des prisonniers allemands. Il dit, faites venir du ciment et faites des plotettes et construisez en dur. Et la cité a été faite pour 10 ans. Lui voulait la faire sur la roche. Parce que avant, moi quand je descendais de Messia à l'école, c'était inondé. Hein. Souvent dans l'année, je le voyais, on descendait, il y avait la Bienne qui était blanche, qui couvrait toute la cité, hein, tout le bas. Plus le brouillard. Donc il y avait le train qui passait encore. Il dit, vous construisez, faites la cité sur la roche, ce sera au milieu de la gare, de la route, et ça n'inondera pas. Et ça faisait quand même un gros chantier. Voilà. Cette cité, comment elle a été reçue au départ? Comment les Dortanais ont accepté ce nouveau quartier?
La cité, Oui. on était bien contents. Moi, j'y ai passé 2 ou 3 ans. J'étais bien, t'es bien obligé d'accepter. T'as rien potager. Comment on y était logé? C'était quoi les conditions de vie à l'époque? Ah, bah écoute, c'était dans les clôtets bruts. Hein. Moi, je sais que dans notre chambre à coucher, il y avait un trou, on voyait dehors. Mais enfin, après, ça c'est. On a crépi, on a peint, on a amélioré, on a fait des douches dans les WC. Quand ça inondait, ça remontait par le tuyau des WC, mais bon, on avait vu autre chose, hein. Donc on s'en accommodait de tout ça. J'étais bien à la cité, moi, je ne me plains pas. Et bon, les gens amélioraient par eux-mêmes, mais voilà, c'était fait pour 10 ans, hein. C'était pas. La preuve, moi, quand j'ai des clients qui venaient voir à l'usine, ils disaient, mais qu'est-ce que c'est que ça? Nous, on s'en rendait pas compte, on avait vécu avec, c'était pas plus vilain qu'autre chose, mais pour les. C'était pas le top, hein, pour les gens qui arrivaient, si tu veux. Excusez-moi de le dire. Je ne fais que répéter. Moi, j'étais bien. J'ai passé 2 ou 3 ans avant que la maison qui était à mes beaux-parents soit refaite. Et... Ben, écoute, elle a servi à loger les gens. Hein. Après, chacun a fait comme il a voulu. Hein. C'est quand même bien retapé entre nous. Tout de suite, je disais la cité, quoi, pourquoi la garder? Puis finalement, les constructions qui font maintenant, est-ce qu'elles sont plus solides? Si elles sont retapées, si elles avaient été retapées comme il faut, peintes et tout, ça aurait fait quelque chose, ça aurait pu faire quelque chose de coquet. Il aurait fallu augmenter les loyers, peut-être. Donc la cité, vous nous l'avez dit, vous vivez 3 ou 4 ans à la cité avant de repartir chez vous. Oui. Hein. Comment elle s'est passée la reconstruction du village? Comment s'est passée la reconstruction de Dortan après la cité? Ben, écoute, je crois, c'est une chose que je ne peux pas certifier, que des on dit. Je pense qu'ils ont dû maîtriser, cuber les tas de pierres des maisons. Est-ce que c'est ça? C'est ça. Et après, ben, ils ont dû faire un plan d'urbanisme. Et, ben écoute, c'était comme on mettait, je ne sais pas comment ça marchait, là, j'en sais rien du tout. Comment on voyait Dortan se reconstruire? Comment on voyait Dortan évoluer? Bon, ben, ça a quand même changé. Hein. Avant, tu as des photos de Dortan, il n'était pas large. Je me demande comment un camion aurait pu être sur la place et tourner pour aller sur Toirette. Donc dans ce petit lot de là, ben, il y avait des maisons qui longeaient la rue qui allait aux écoles, la rue de Toirette, hein, puisque les écoles sont à peu près à la même chose. Rue de Toirette. Là, tu avais des jardins au milieu, et puis tu avais des autres maisons qui partaient dans la rue, qui rejoignaient de l'autre côté. Les maisons, c'était pas ça, hein. C'était quand même des vieilles maisons, hein. Il y en a qui ne voyaient pas le jour bien souvent, hein. Mais c'était les villages de longtemps. Hein. Comment ça a évolué après, avec la transformation? Qu'est-ce qui a été amélioré? Ben déjà les routes, hein. Ils ont refait des maisons avec des salles de bain. Quand même, il ne devait pas y avoir beaucoup de salles de bain avant que ça brûle. Hein. Bon, c'est modernisé quand même, hein, faut dire. Donc Dortan s'est modernisé, s'est amélioré. Comment la vie s'est transformée? Dortan a gagné beaucoup de population à cette époque. À l'époque de quoi? Après la guerre, il y a beaucoup de gens qui sont venus s'installer à Dortan. Alors, je ne sais pas, parce qu'en plus, les gens qui avaient des habitations, mais qui n'habitaient pas à Dortan, pouvaient partir avec leur sinistre et faire construire ailleurs. Donc,
Ils sont aperçus que s'ils n'arrêtaient pas ça, c'était l'hémorragie. Il y en a beaucoup plus qui allaient partir. Hein, c'est ça. Donc ils ont arrêté à un moment donné. Ben, ça s'est transformé parce qu'il y a d'autres personnes qui sont venues. Toutes les entreprises qui venaient, c'était tous des gens nouveaux. Je connais pas tout. Il y a eu les... Monsieur Temno qui est venu quand ils ont démoli, c'était les Boilards. C'était quand même une grosse entreprise de Paris. Hein. Après, il y en a... Qui c'est qu'il y a eu il y a eu les entreprises locales aussi, de Mourgue, qui ont fait la reconstruction. Ils donnaient... Ça s'est transformé gentiment. Hein. La tournerie, après, ben, il y a eu le plastique qui est arrivé. Les gens qui faisaient des moules. Si je reviens sur la reconstruction de Dortan, vous nous l'avez dit, il y a des prisonniers de guerre qui ont participé, il y a des prisonniers de guerre allemands qui ont aidé à la fois à la démolition et à la construction de la cité. Comment est-ce que les Dortanais les traitaient, comment ils réagissaient au fait qu'il y ait des prisonniers allemands? Je sais pas, mais ça n'avait pas l'air de problème. Combien de temps sont-ils restés? J'en sais rien. Ils n'ont pas participé à la construction de Dortan. C'est à la cité. Alors combien ils sont restés de temps? Peut-être pas longtemps, je ne sais pas. Il me semble qu'ils ont dû rester 1 an à peu près. Je pense. Ils arrivent au mois de juillet 1945, fin juillet 1945, et les travaux de la cité se terminent en avril 1946. Donc voilà. ils ont dû rester Après, ils sont rentrés chez eux. Ils sont rentrés chez eux quand on a libéré les prisonniers. Mais ils étaient contents sûrement d'être là. Combien il y en avait? Je ne sais pas. Peut-être 20, 30, 50, je ne sais pas. Donc il y a eu un épisode assez tragique, en plus des autres à Dortan, où les maquis ont fait une exaction contre les prisonniers de guerre allemands. Est-ce que vous pouvez nous en parler un petit peu? Est-ce que vous souhaitez nous en parler? Non, très peu. Très peu. Je trouve que c'est pas... On ne fait pas ça. Donc si on le rappelle, il y a quelques prisonniers allemands qui ont été amenés à Dortan dans un camion et qui ont ensuite été fusillés par des maquisards. Ça servait à quoi? Est-ce que ça se savait? Est-ce que ça s'est su à Dortan? Oui, les gens sont allés voir. Oui, oui, oui. Certaines personnes sont allées voir, mais je dirais pas, plus rien d'autre. Parce que c'est tellement moche que quand un gamin de 18 ans appelle maman parce qu'il va être tué, c'est bon. Est-ce qu'il y avait une volonté de se venger de quelque chose? Oui, la vengeance. Et se venger, Dortan a été brûlé. Dortan a été brûlé, pourquoi? Attention, je ne suis pas allemand ni rien. Hein. Ils ont été accrochés à Uffel quand ils sont arrivés en juillet. Il y a eu un chauffeur de tué et des Allemands, ou plusieurs Allemands. Qu'est-ce que vous faites quand vous rentrez dans un pays, quand c'est comme ça? Vous êtes comme les autres, vous dites, on en a eu un tué, on va voir ce qui va se passer. Hein? Après, ça a continué parce que on était repéré, je ne sais pas pourquoi, mais il y a longtemps que Dortan était dans la carte sûrement. Alors, ces pauvres gars qui étaient au fort des Rousses, à quoi ça a servi aux autres de les descendre en camion, de leur donner de la cigarette et puis de les tuer? La guerre, c'est pas beau, c'est tout. Est-ce que certains n'ont pas gardé un ressentiment envers les Allemands pendant très longtemps? Beaucoup, surtout les personnes âgées, oui, je pense. Mais ça, les générations ont passé quand même. T'as un ressentiment, toi, vers les Allemands? Moi, j'ai eu la chance de grandir dans une Europe en paix, dans une Europe où il n'y a plus de guerre entre la France et l'Allemagne.
Et bien Peut-être évidemment, qu'il y en a que ça va venir de plus loin, on ne trouve pas. peut-être. C'est pour ça que quand je suis allée à l'école l'autre jour, les enfants m'ont interrogé et je leur ai dit, mais les enfants, vous êtes dans la cour, vous avez votre copain qui se fait battre par un autre. Qu'est-ce que vous faites? Vous attendez pour voir comment ça se passe. Puis si vous voyez que votre copain reçoit trop, ben, vous allez aller taper sur les autres. Ben, je lui dis, c'est un peu ça la guerre. C'est ça, hein? À l'heure actuelle, on est donc 80 ans après l'incendie de Dortan. Quel est le visage de Dortan actuellement? C'est Dortan. C'est Dortan moderne. Je ne dirais pas de mal de Dortan. Alors, non, n'en disons pas de mal, Non. disons du bien de Dortan. Pourquoi il fait encore bon vivre à Dortan? Pour moi, j'y suis bien. Non. Demandez aux gens qui sont arrivés, et te demander à toi qui es jeune. Écoute, je ne vais pas changer. Voilà 93 ans le 9 juin que je serai à Dortan. J'ai pas mauvaise figure. Voilà. Alors, c'est que je suis bien. On voit que Dortan attire de plus en plus. On voit que Dortan attire de nouvelles personnes. Oui. Qu'est-ce qui peut les attirer? Demande-leur. Eh bien, écoute, pour les gens qui sont venus à Messiac, je l'interroge, puisque ils ont fait des maisons sur le terrain où je fauchais et je raclais. Donc, ils sont bien. Ils disent qu'ils sont bien. Est-ce que vous pensez que les enfants à Dortan sont heureux, comme vous l'avez été? Ah, ils manquent trop de choses, les enfants, maintenant. Ils ne savent pas s'amuser. Ils ne savent pas s'amuser comme nous. Il y en a une à l'école qui m'a dit, vous montiez aux arbres? Ben oui. Puis vous n'aviez pas peur de tomber? Ah ben non, parce que les branches des arbres, on les connaissait, on savait. Oh, je dis, eh bien, des fois, les garçons, ils étaient moins habiles que nous. Les garçons, ils restaient plus pris avec leur fond de culotte. Mais pas ça, c'était... Est-ce que vous avez été très heureuse pendant votre enfance à Dortan? Oui, dans ma vie, vous pouvez mettre, pas mon enfance. Est-ce que vous avez un message à passer aux jeunes générations? Le seul qu'on pourrait dire, c'est que la guerre, c'est pas beau et il ne faudrait pas qu'il y en ait une. Voilà. Ça va pas le bon chemin maintenant. Mais bon. Comme on n'y dirige pas, tout ça. Et puis qu'on est bien en France. Voilà. Eh bien, à Dortan. On est bien à Dortan, qu'on est bien en France. Oui, on va faire comme ça. Hein. On va pas. Voilà.